Bonjour à toutes et à tous. Imaginez un instant un traitement capable de ne s'attaquer qu'aux cellules malades, en épargnant complètement les cellules saines autour. Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction. On est en plein dans une révolution en médecine, celle de la médecine de précision, où chaque traitement est littéralement taillé sur mesure pour frapper une maladie à sa racine moléculaire. Au fond, la question qui guide tout ça est assez simple. Comment on fait pour traiter le bon patient avec le bon médicament et au bon moment? L'idée, ce n'est plus de traiter un cancer du poumon de manière générale, non. C'est de traiter le cancer du poumon de cette personne, avec ses caractéristiques moléculaires qui lui sont propres. Alors voilà le programme pour aujourd'hui. On va d'abord définir ce nouveau paradigme. Ensuite, on va plonger dans des cas très concrets. La leucémie myéloïde chronique, le cancer du sein, et on sortira même de l'oncologie avec la mucoviscidose, pour bien voir comment cette approche change la donne. Et on terminera en regardant un peu vers l'avenir. On est vraiment en train de laisser tomber l'approche taille unique pour tout le monde. Le nouveau paradigme, c'est de comprendre les rouages les plus intimes d'une maladie pour pouvoir développer des traitements qui vont frapper avec une précision quasi chirurgicale. Le concept absolument central derrière tout ça, c'est le théranostic. C'est un mot qui peut paraître un peu compliqué, mais c'est juste la fusion de thérapeutique et diagnostic. L'idée est hyper simple. On ne peut pas traiter de manière ciblée si on ne sait pas précisément ce qu'on cible. Le test diagnostique et le traitement deviennent donc inséparables. Pour que ça marche, il faut ce que l'on appelle le trio théranostique. C'est un peu comme un système d'armes de précision. La thérapie ciblée, c'est le missile. Le marqueur prédictif, c'est la cible à atteindre. Et le test compagnon, eh bien, c'est le système de guidage laser. Si on enlève un seul de ces trois éléments, tout le système s'effondre. Allez, on plonge dans le concret avec notre premier cas, l'imatinib et la leucémie myéloïde chronique, la LMC. C'est vraiment le premier immense succès de cette approche, un traitement qui a complètement transformé le pronostic d'une maladie qui était quasi systématiquement mortelle en une pathologie chronique gérable. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la LMC? Tout part d'une anomalie génétique très spécifique, le fameux chromosome de Philadelphie. Cette anomalie crée une protéine de fusion anormale qu'on appelle BCR-ABL. C'est ce qu'on appelle une tyrosine kinase, une sorte d'interrupteur moléculaire qui se retrouve bloqué en permanence sur ON. Résultat, elle ordonne aux cellules de se multiplier sans arrêt, sans aucun contrôle. C'est elle, notre cible. Et là, c'est là que l'imatinib entre en jeu. Et son mécanisme est d'une élégance folle. C'est une toute petite molécule, conçue pour rentrer dans la cellule et venir se nicher parfaitement dans le site actif de l'enzyme BCR-ABL, un peu comme une clé dans une serrure. En faisant ça, elle bloque l'enzyme et coupe net le signal de prolifération. On ne traite pas les symptômes, on coupe le moteur de la maladie à la source. Et donc, si on reprend notre fameux trio, ça s'applique parfaitement ici. L'imatinib, c'est la thérapie. Le marqueur prédictif qui nous dit que le traitement va marcher, c'est la présence du transcrit de fusion BCR-ABL. Et le test compagnon pour le détecter, c'est la RTQ-PCR, une technique de biologie moléculaire hypersensible qui permet de le quantifier. Un point crucial ici, c'est que le test compagnon ne sert pas qu'une seule fois au début. Il est absolument essentiel pour suivre la réponse au traitement. On va mesurer régulièrement le taux de BCR-ABL. S'il baisse, super, le traitement marche. Mais s'il se met à remonter, attention. C'est le signe d'un échappement, souvent à cause d'une nouvelle mutation sur la cible, qui empêche l'imatinib de se fixer. Ok, on change de pathologie, on passe au cancer du sein avec le trastuzumab. La logique de fond reste exactement la même, mais les outils, eux, sont complètement différents. On ne parle plus d'une petite molécule qui agit à l'intérieur, mais d'un anticorps, une grosse protéine qui va agir depuis l'extérieur de la cellule. Dans à peu près 20% des cancers du sein, le grand responsable, c'est un gène qui s'appelle ER2. Dans les cellules cancéreuses, au lieu d'avoir 2 copies de ce gène, il peut y en avoir des dizaines, voire des centaines. C'est ce qu'on appelle une amplification. La conséquence, c'est une surabondance de récepteurs ER2 à la surface de la cellule qui agissent comme une pédale d'accélérateur bloquée au plancher. Et là, la stratégie est différente de l'imatinib. Le trastuzumab est un anticorps monoclonal. C'est une grosse molécule qui ne rentre pas dans la cellule. Elle va patrouiller à l'extérieur, reconnaître spécifiquement les récepteurs Rh2 surexprimés et s'y accrocher. Ça va d'une part bloquer le récepteur et d'autre part alerter le système immunitaire pour qu'il vienne détruire la cellule. Et de nouveau, notre trio est là, impeccable. La thérapie, le trastuzumab. Le marqueur prédictif, la surabondance de la protéine HER2 ou l'amplification du gène qui la code. Et les tests compagnons, l'immunohistochimie qui permet de voir les protéines à la surface et la technique de Fish pour aller compter les copies du gène directement dans le noyau. Bon, on a beaucoup parlé d'oncologie, mais pour bien saisir que cette approche est en train de tout transformer, il faut absolument sortir du cancer. L'exemple de la mucoviscidose est juste spectaculaire.
La mucoviscidose est due à des mutations sur un seul gène, le gène CFTR. Mais toutes les mutations ne se valent pas, loin de là. Comme on le voit ici, il y a différentes classes de mutations, et chacune cause un problème différent. Certaines empêchent la production de la protéine, d'autres l'empêchent d'aller au bon endroit, d'autres encore l'empêchent de fonctionner correctement. On ne peut donc pas avoir un seul traitement pour tout le monde. Et ça, c'est une illustration brillante de la médecine de précision. Une fois qu'on a compris les différents types de problèmes moléculaires, on peut créer des médicaments sur mesure. Par exemple, les correcteurs, eux, vont aider la protéine mal repliée à prendre la bonne forme pour arriver jusqu'à la surface de la cellule. Et les potentiateurs, eux, vont agir sur une protéine qui est déjà en place mais qui reste fermée, en la forçant à s'ouvrir. C'est du design de médicaments ultra spécifiques. On a vu des exemples vraiment parlants de la puissance de cette approche. Mais maintenant, où est-ce qu'on va? Quels sont les prochains défis? Bien sûr, tout n'est pas réglé. Les 3 grands obstacles sont bien identifiés. D'abord, la résistance. La maladie peut muter pour échapper au traitement. Ensuite, l'hétérogénéité. Une tumeur n'est pas un bloc homogène, c'est souvent une mosaïque de cellules différentes. Et enfin, évidemment, la question de l'accès à ces traitements qui sont souvent très chers. 5017. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre? C'est le nombre d'essais cliniques pour des thérapies ciblées prévues pour 2025. Il faut savoir qu'en 2020, on était à 530. On parle d'une multiplication par presque 10 en seulement 5 ans. Ce n'est plus une vague, c'est un véritable raz-de-marée qui est en train de redéfinir la médecine. Cette explosion de la recherche pose une question fascinante pour finir. Maintenant qu'on cartographie la biologie des maladies avec une précision inimaginable il y a encore quelques années, quelle sera la prochaine frontière? Après le cancer, après les maladies génétiques rares, est-ce que ce sera les maladies neurodégénératives, les maladies auto-immunes? La réponse est en train de s'écrire en ce moment même. Merci de m'avoir écouté.